Bonjour à toutes et à tous, au nom de toute l'équipe, je suis très heureux et fier de vous retrouver à la présentation de ce 9e épisode de Tour d'Horizon, un podcast qui a grandi autour de 7 chroniqueurs qui n'ont pas chômé tout au long de leur parcours et qui remettront ça aujourd'hui, j'en suis sûr, pour vous proposer une émission fédératrice dans la diversité des sujets proposés. De l'histoire des crimes de guerre au Japon, on reviendra en France pour tirer le bilan des municipales, puis nous répondrons à la question culturelle, l'art a-t-il perdu ses fins? Et ce sera respectivement et dans l'ordre avec Antoine et Antoine. Théo vous proposera sa revue de presse internationale, puis Eugénie nous fera un état des lieux des réserves de pétrole. On prendra aussi le pouls de la température planétaire dans les ondes du climat. Tour d'Horizon, épisode 9, c'est parti. Un petit mot avant de commencer parce que je ne pouvais pas omettre de saluer Élise qui n'a malheureusement pas pu se libérer aujourd'hui. Vous ne retrouverez donc pas la chronique On s'éveille dans cet épisode. Lui se tient devant moi, Antoine Rizzo ouvre le bal des chroniques de ce podcast avec Mémoire des siècles. En 1998, le studio Ghibli sort ce qui va devenir l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre d'animation, Le Tombeau des Lucioles. L'histoire poignante de deux jeunes enfants qui essayent de survivre dans le Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dévasté par les campagnes de bombardement américaines. J'ai personnellement vu Le Tombeau des Lucioles à 15 ans et j'en garde un souvenir très marquant. Récemment, en tombant sur un extrait sur Instagram, j'ai lu de nombreux commentaires, y compris de japonais, dénonçant la violence américaine, notamment Hiroshima et Nagasaki. À les lire, on pourrait croire que le Japon est uniquement une victime de la guerre. Mais cela m'a rappelé mes cours d'AGGSP et le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient qui a jugé les crimes de guerre japonais. Dans cette chronique, je vais donc revenir sur ces crimes afin de mettre en parallèle les souffrances japonaises et les violences qu'ils ont commises. La question est complexe et encore débattue, mais il faut le dire clairement, le Japon impérial a commis des crimes de masse parfois comparables à ceux des nazis. En Europe, ces crimes sont peu connus. Les programmes scolaires se concentrent surtout sur l'histoire européenne. Le Japon est souvent évoqué uniquement à travers des actions militaires ou les bombardements de 1945. Pourtant, entre les années 1930 et 1945, le Japon mène une politique expansionniste en Asie marquée par une violence systématique. Les estimations varient, allant de 6 millions à 30 millions de morts, dont 2,9 millions pour la seule Chine. Le massacre le plus important étant celui de Nankin en 1937-1938 avec environ 260 000 morts. À cela, il faut ajouter la politique des trois tout. Tuer tout, brûler tout, piller tout, qui entraîne à elle seule des millions de victimes civiles. La violence sexuelle occupe une place centrale dans ces crimes. À Nankin, entre 20 000 et 80 000 femmes sont violées. Plus largement, le système des femmes de réconfort constitue une forme d'esclavage sexuel institutionnalisé. Environ 200 000 femmes, majoritairement coréennes et chinoises, sont regroupées dans des maisons closes et mises à disposition des soldats japonais. À cela s'ajoutent les expérimentations de certaines unités, comme l'unité 731, où des milliers de personnes sont utilisées pour tester des armes biologiques, ainsi que le travail forcé qui touche des millions de civils en Asie, avec des taux de mortalité atteignant 80%. Les prisonniers de guerre subissent également des traitements extrêmes avec environ 30% de mortalité, contre 4% face aux nazis en excluant les prisonniers de guerre russes. Cependant, le Japon a aussi été victime de sa propre guerre. À Okinawa, en 1945, des civils se retrouvent pris au piège dans un contexte où l'armée japonaise exerce une pression directe sur la population. La propagande impériale pousse des habitants au suicide collectif, parfois en leur fournissant des grenades en les convainquant que les Américains vont les tuer, les violer, les humilier. Des civils sont également utilisés comme boucliers humains, tandis que d'autres sont exécutés car parlant leur dialecte local ou sont privés de nourriture et de soins, aggravant les famines et la mortalité. Dans ce contexte, la population civile est en partie victime de son propre État, soumise à une logique de guerre totale où l'idéologie et l'autorité militaire priment sur la survivabilité des populations. Plus généralement, la population du Japon a été victime du rationnement dans un contexte d'économie de guerre et des fameux bombardements américains. Entre 1942 et 1945, environ 241 000 à 900 000 personnes, civiles et militaires, seront tuées, incluant Hiroshima et Nagasaki. Mais il est à noter que ce bilan est aussi aggravé par la situation du Japon. Trop peu de défense antiaérienne et peu efficace contre les avions de haute altitude, pas assez d'abris à bombardement, des infrastructures facilement inflammables et un manque d'entraînement et de matériel des services d'incendie. Alors Antoine, maintenant que nous avons connaissance de ces éléments, comment juger une œuvre comme celle du studio Ghibli ?
Cette œuvre reflète en réalité une certaine perception de la guerre au Japon, centrée sur la souffrance des civils. Après 1945, dans le contexte de la guerre froide, le général Douglas MacArthur, chargé de l'occupation du pays, mit en place des mesures visant à préserver l'empereur Hirohito, qui a eu conscience des crimes de guerre et a même signé des directives suivant cette logique de crimes de masse et à limiter les poursuites. De nombreux responsables échappèrent ainsi à des condamnations, certains étant même réintégrés dans la vie politique. Cette situation s'accompagne d'une mémoire plus ambiguë. Les crimes peuvent être minimisés ou peu abordés dans les manuels scolaires et leur négation n'est pas pénalement sanctionnée comme en Europe. Dans ce contexte, les œuvres comme Le Tombeau des Lucioles mettent en lumière une réalité indéniable, les souffrances des civils japonais, notamment lors des bombardements ou à Hiroshima et Nagasaki. Mais ces tragédies, aussi réelles et bouleversantes soient-elles, ne doivent pas faire oublier les crimes commis par le Japon en Asie et que le Japon a attaqué par surprise les États-Unis et s'est engagé dans des guerres multiples pour assouvir un projet de domination totale en Asie. En fait, c'est comme si en Europe nous avions un film mettant en lumière les souffrances des civils allemands, car eux aussi ont subi des campagnes de bombardement massifs des Alliés durant la guerre, et les premières victimes étaient les civils. Dans les deux cas, les sociétés ont été à la fois actrices et victimes. La différence tient surtout à la manière dont ces événements ont été traités après 1945, sur le plan politique, judiciaire et culturel, ce qui explique en partie les perceptions encore contrastées aujourd'hui. Dans tous les cas, comme nous le voyons encore aujourd'hui en Iran malheureusement, ces campagnes de bombardement massifs conduisent à des drames humains sans précédent et les principales victimes sont les civils qui vivent autour de ces objectifs stratégiques. Et je ne pouvais pas finir Mémoire des siècles sans une petite histoire. Je vais vous raconter le récit de l'une des défaites les plus ridicules de l'histoire, tout simplement parce que c'est une armée qui s'est vaincue toute seule. C'est la bataille de Karansebes en Roumanie. En 1788, les Autrichiens et les Ottomans, qui se tapent dessus depuis le XVIe siècle, remettent ça avec une nouvelle guerre. L'armée autrichienne, forte de 100 000 hommes sous les ordres de l'empereur Joseph II, se trouve aux frontières de son empire en Roumanie actuelle. L'avant-garde de l'armée, composée de hussards, traverse la rivière Timis en éclaireur à la recherche des Turcs, mais ne trouve qu'une compagnie de gitans. Cette dernière leur propose des femmes et du schnapps contre de l'argent. Les hussards ne se font pas prier et entament la soirée copieusement, au détriment des fantassins qui les suivent. Ils refusent de partager avec eux l'alcool, au point d'en arriver à fortifier leur position de manière improvisée et à chasser l'infanterie de leur camp. Une dispute éclate alors, et dans la tension, un soldat un peu trop excité tire un coup de feu. Une bataille se déclenche dans l'obscurité. Certaines unités de l'infanterie se mettent à crier « Des Turcs ! Des Turcs !» Les hussards, croyant à la présence des Turcs, prennent la fuite. Des officiers tentent d'arrêter les affrontements en criant « Halte ! Halte !» mais certains interprètent cela comme des « Halla ! Halla !» criés par une charge de Turcs. Dans le camp se trouvent des chevaux de trait, effrayés par les bruits et la confusion. Un officier pense alors qu'il s'agit d'une véritable charge turque et ordonne à l'artillerie de bombarder le camp. Le chaos s'installe complètement et le camp de l'armée autrichienne est réveillé en sursaut. Plutôt que d'attendre de comprendre la situation, les soldats fuient dans tous les sens. La panique est telle que les tirs fusent vers la moindre ombre qui se profile. Le paroxysme est atteint lorsque l'armée doit finalement battre en retraite face à un ennemi imaginaire. Sommé de cette humiliation, l'empereur autrichien Joseph II est renversé de son cheval et tombe dans un ruisseau. Lorsque l'armée turque arrive sur place, elle y trouve 10 000 morts et blessés, selon certains récits. D'autres auteurs estiment que les pertes réelles n'auraient pas dépassé 150 personnes. Alors, cette histoire n'est pas totalement avérée, puisqu'elle est évoquée que 50 ans après par l'historien allemand Friedrich Christoph Schlosser. Quoi qu'il en soit, cet épisode reste, comme pour moi, l'une des défaites les plus absurdes de l'histoire militaire européenne, même si elle n'égale pas le niveau de la flotte russe lors de la guerre russo-japonaise de 1904-1905, mais ça, c'est une autre histoire. Et oui, merci Antoine pour ce cadrage historique. Et il est l'heure maintenant de t'écouter Timéo avec ta chronique Les ondes du climat. Après un palmarès des 3 années les plus chaudes jamais enregistrées sur Terre entre 2023 et 2025, nous ne sommes pas au bout de nos peines. Oui, parce que si 2024 a déjà dépassé les 1,5 degrés, 2026 et surtout 2027 pourraient tous deux culminer bien au-dessus de cette valeur, et on l'explique par une corrélation entre le changement climatique, ça c'est la tendance de fond, et le retour du phénomène El Niño, dont la dernière apparition remonte à peu près 2 ans.
Et en quoi consiste ce phénomène ? Aussi appelé ENSO. Il s'agit d'un courant marin chaud dans le Pacifique central, mais dont les impacts se font ressentir dans la région. Les inondations catastrophiques au Brésil en 2023, c'était El Niño. La sécheresse et les incendies en Australie en 2019, encore El Niño. Et les inondations au Pérou en 2017, à nouveau El Niño. Mais ça ne s'arrête pas là. Outre le fait de perturber la météo intertropicale, l'ENSO prolonge ses impacts dans le monde entier. Une sécheresse en progression, des vagues de chaleur exacerbées et des températures qui s'emballent globalement. Il s'agit d'un retour parce que le phénomène est cyclique. Il se réitère tous les 2 à 7 ans et dure une dizaine de mois, en alternance avec la Niña, la synoptique inverse. Mais avec le changement climatique, les effets d'El Niño sont décuplés, car l'anomalie de chaleur positive s'ajoute à celle déjà présente en excès. En résulte une multiplication des catastrophes climatiques et des records de température élevés. Qu'est-ce que l'on doit comprendre pour la suite ? La réponse est à chercher du côté de la NOAA. L'organisme américain des océans et de l'atmosphère prévoit en effet un retour et pas des moindres d'El Niño dès cet été. L'Institut estime en effet à modérer la probabilité de survenue d'un super El Niño, au cours duquel l'anomalie de température du Pacifique central atteint au moins plus 2 degrés. Pour en expliquer les effets, il faut remonter un peu le temps. Revenons donc en 2016, un épisode de super El Niño, le dernier en date, booste brièvement le thermomètre mondial de plusieurs dixièmes de degrés en l'espace seulement de quelques mois. Un sursaut à l'origine d'un record à l'époque, la planète enregistre pour la première fois le seuil des 1,2 degrés, mais depuis tout va très vite. Les 1,2 degrés ne sont plus une valeur ponctuelle, ils sont devenus la moyenne des 10 dernières années, et c'est en ça que le retour d'El Niño sous une forme agressive fait craindre aux chercheurs des impacts majeurs sur le climat mondial. Il y a malheureusement fort à parier que dans quelques mois, la sécheresse ne redevienne critique en Afrique australe ou en Australie notamment, avec pour conséquence une recrudescence des épisodes de famine et des incendies de forêt de grande ampleur. En Amérique, on se prépare à une multiplication des inondations avec un régime pluvieux chamboulé, mais aussi une saison des ouragans dopés dans le Pacifique oriental. Pour tempérer la situation, sans mauvais jeu de mots, même si l'intensité du El Niño en devenir reste incertaine, on peut quand même soulever que sa prévisibilité rend possible la préparation des populations et des gouvernants dans ces régions. Et face à ces constats souvent très durs, cette deuxième partie de chronique se veut comme un levier d'action. Et aujourd'hui, dans Réponse d'avenir, on s'intéresse à vos régimes alimentaires et à leurs impacts sur le climat. Vous êtes certainement au fait que le végétarisme, le fait de ne plus manger de viande et de poisson, et le flexitarisme, le fait de réduire drastiquement sa consommation, on le vend en poupe ces dernières années. Parmi les facteurs motivants, le climat en est un à part entière, car il faut bien le dire, la viande a une empreinte carbone considérable comparée aux aliments végétaux. 1 kg de bœuf équivaut à 27 kg de CO2 rejetés dans l'atmosphère, c'est 7 kg pour le poulet et seulement 0,4 à 3 kg pour les légumes secs selon leur provenance. Et quand on sait que la consommation de viande a doublé depuis les années 90, on ne peut que se féliciter de la généralisation de ces nouveaux régimes plus soutenables mais aussi plus économiques. Mais la réflexion doit aller dans les deux sens, car le changement climatique met aussi en difficulté toutes les filières de production agricole. En France, l'élevage reculera, notamment vers le nord à cause des canicules, et le maïs lui-même qui sert à nourrir le bétail deviendra difficile à produire du fait des sécheresses, et la liste des interactions n'est pas exhaustive. Face à cela, réviser le contenu de nos assiettes ne passe pas seulement par le consommateur, il faudra aussi favoriser de nouvelles productions plus viables et diversifiées et capables de s'adapter à notre climat futur, et cela passe déjà par des changements d'habitude dans les cantines et les écoles par exemple, pour promouvoir une façon plus vertueuse de manger dès le plus jeune âge. Les plus jeunes générations sont justement d'ailleurs celles qui sont les plus susceptibles de renverser la tendance actuelle. À la question « Pourriez-vous devenir végétarien ?», les 18-24 ans étaient 44% à répondre oui dans une enquête de France Agrimaire en 2018. Merci Timéo. Il est l'heure à présent de retrouver l'édito politique d'Antoine Boré. Et aujourd'hui, Antoine, tu as décidé de t'intéresser aux élections municipales 2026, mais sous un angle bien particulier. Oui, à vrai dire, moult possibilités s'offraient à moi à la suite des résultats annoncés dimanche 22 mars. J'aurais pu m'intéresser à l'implosion du macronisme. J'aurais pu aussi m'intéresser à la percée du RN dans les périphéries et à son incapacité de s'implanter dans les grandes villes. Ou j'aurais pu encore m'intéresser au retour surprise du parti LR dans plusieurs villes comme Besançon. Mais au-delà de toutes ces constatations, un fait politique majeur a rythmé ces municipales, la division, devrais-je dire même la fracture des gauches, car oui, c'est gauche, et l'utilisation du pluriel ici prend tout son sens, semble avoir atteint un point de basculement, un point de non-retour, et on voit mal comment celle-ci pourrait se réconcilier après les tumultueux désordres causés. C'est donc dans ce contexte que j'ai décidé de décrypter point par point l'état de la gauche française au lendemain des municipales et à 1 an des élections présidentielles 2027. Et tu commences ton analyse, Antoine, avec un parti au centre de toutes les attentions, j'ai nommé la France Insoumise.
Notre percée se confirme, s'amplifie et se renforce. Ces mots sont ceux prononcés par Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise lors de la soirée électorale du second tour des municipales. Pour lui, il n'en fait aucun doute. La nouvelle France, comme il aime l'appeler, peut balayer la Macronie l'année prochaine et tourner une nouvelle page de l'histoire de France. Mais il ne faut pas s'y méprendre. La victoire de la France Insoumise dans les villes de Roubaix, de Saint-Denis ou encore du Tampon à La Réunion ne signifie pas pour autant que le parti est en passe de gagner les prochaines élections présidentielles. Loin s'en faut, en réalité, 2 plafonds de verre distincts bloquent l'ascension du mouvement insoumis. Le premier s'explique par la stratégie adoptée par Jean-Luc Mélenchon lui-même. Celui-ci l'avait d'ailleurs exposé aux yeux de tous lors d'un rassemblement en 2024. Il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers populaires, tout le reste, laissez tomber, on perd notre temps. Fin de citation. Un choix délibéré qui au final prive la France insoumise d'une grande partie de l'électorat et qui fait dire à ses opposants que le parti recourt à des pratiques de clientélisme électoral. Et puis un second plafond de verre est également perceptible, et celui-ci est relatif aux provocations et sorties de champ accumulées ces derniers mois par les dirigeants insoumis. Sophia Chikirou, qui était d'ailleurs candidate pour la ville de Paris, avait affirmé, je cite, que la Chine n'est pas une dictature et que la liberté d'expression y était tout autant menacée qu'en France. Jean-Luc Mélenchon, qui plusieurs fois a repris des codes antisémites en se moquant de la prononciation de Jeffrey Epstein et de Raphaël Glucksmann, ou encore en affirmant que la croix gammée taguée sur la permanence de Jérôme Gage, député d'origine juive, n'était que des pleurnicheries politiques. Ceci n'est qu'une liste non exhaustive. Ainsi, en diabolisant la vie politique, en multipliant les provocations, le parti éloigne un grand nombre d'électeurs de son chemin, à moins que cela ne relève finalement que d'une stratégie préméditée et réfléchie, celle de tout faire pour éviter d'accéder au pouvoir et ainsi rester dans le siège très confortable de l'opposition. Et juste avant d'évoquer la situation au Parti Socialiste, que dire des résultats des écologistes lors de cette élection ? Eh bien, à vrai dire, pas grand-chose, si ce n'est que c'est un échec cuisant pour les Verts. Alors qu'en 2020, pas moins de 16 villes avaient été remportées, le parti, à défaut d'avoir augmenté le nombre de mairies sous sa tutelle, en a même perdu, et pas qu'un peu. Ainsi, seulement 6 villes ont été remportées cette année. C'est tout simplement ce que l'on appelle dans le milieu de la navigation un naufrage. Alors à qui la faute ? Eh bien, il faut noter tout d'abord que les mesures prises par les mairies écologistes n'ont pas franchement enthousiasmé les habitants, c'est peu de le dire. Il en est le cas notamment à Besançon, où les critiques à l'encontre de l'écologiste Anne Vigneault allaient de bon train. Et puis plus généralement, l'ambiguïté du parti sur ses positions avec le PS et la France Insoumise, cette position d'intermédiaire de la gauche tant souhaitée et revendiquée, n'a fait en réalité que brouiller les positions réelles des écologistes. Et puis pour terminer, Antoine, quel score pour le Parti Socialiste ? Eh bien, notons pour débuter que le Parti Socialiste possède un ancrage territorial solide avec 168 villes remportées contre 179 en 2020, et ce tout en conservant ses bastions dans plusieurs métropoles comme Lille, Paris, Marseille ou encore Rouen. Mais au-delà de ces chiffres, c'est surtout la grande incompréhension de la stratégie adoptée par le parti qui doit être évoquée. Dimanche 15 mars, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, avait ainsi affirmé à la suite des résultats du premier tour qu'il n'y aurait, je cite, aucun accord national entre la France Insoumise et le Parti Socialiste. Et pourtant, 48 heures tout juste après son discours, plusieurs alliances entre les deux partis ont éclos. C'est à croire que le premier secrétaire du Parti Socialiste n'a aucune prise sur son parti. Des alliances avec LFI à Brest, à Poitiers, à Limoges, à Clermont-Ferrand ou encore à Toulouse. Des alliances qui se sont d'ailleurs toutes soldées dans ces villes par un échec. Autre bizarrerie à noter, c'est l'alliance au second tour à Strasbourg de Catherine Trottmann du PS avec le candidat Oraison pour contrer la fusion des listes écologistes et LFI. Dans un premier temps, Olivier Faure avait assuré que cet accord plaçait, je cite, ceux qui l'ont conclu en dehors du Parti Socialiste. Mais après la victoire surprise de Catherine Trottmann, rétropédalage du premier secrétaire qui a affirmé qu'elle n'a jamais été exclue du parti et qu'elle a toujours été socialiste. C'est à n'y rien comprendre et c'est totalement délibéré. Au final, c'est à se demander si les rênes du parti sont encore tenues par un quelconque dirigeant et si la ligne directrice du PS ne s'est tout simplement pas réduite au grand n'importe quoi. Et finalement, Antoine, que doit-on conclure de toutes ces analyses ? Eh bien que c'est le grand bazar à gauche. D'un côté, tous les partis affirment qu'il faut faire front face à l'extrême droite, mais en même temps, les désaccords sont tels qu'aucune alliance n'est tenable, et encore moins une candidature unique en 2027. Rajoutez par-dessus cela un zeste de narcissisme, où toutes les personnalités de gauche un minimum médiatisées se voient à l'Elysée. Entre parenthèses, la droite est également concernée par ce phénomène, je ferme la parenthèse, et vous obtiendrez un résultat limpide comme de l'eau de roche, une route toute tracée pour
pour le Rassemblement national qui, lui, n'aura qu'un seul et même candidat. Et après tout ça, il sera bien trop tard pour venir pleurer. Merci Antoine. On en vient maintenant à la situation internationale. Place au tour de presse avec Théo Lajoie. Et Théo, tu ouvres ce dernier tour de presse avec un rebondissement inédit en Afrique. Depuis plusieurs semaines, le Sénégal est agité par la question de l'homosexualité et la dernière réponse législative donne le ton. 135 voix pour, 0 contre, 3 abstentions. C'est le verdict d'un vote historique au Sénégal. Les députés sénégalais ont adopté le 11 mars une loi qui durcit les peines encourues pour les rapports sexuels entre personnes de même sexe. En clair, pour RFI, c'est un nouveau coup contre l'homosexualité dont les peines de prison passent maintenant de 5 à 10 ans. Le texte est très précis, décortiqué par le Conseil des ministres puis par l'Assemblée pour redéfinir clairement les, je cite, comportements constitutifs d'actes contre nature. L'homosexualité se retrouve donc au même rang que la zoophilie et la nécrophilie, l'attirance sexuelle pour les animaux et celle pour les cadavres. La mesure fait l'unanimité au sein de la classe politique nationale, l'opposition est même peu présente, arguant que la loi détournerait l'attention sur d'autres problèmes, comme le souligne la journaliste Léa-Lisa Westerhoff. Et Jeune Afrique rapporte même les propos choquants, effarants, mais devenus la norme au Sénégal, ceux de la députée Diarraïba, ouvertement homophobe. Je cite, « Les homosexuels ne respireront plus dans ce pays ». Ce sont ces mots. Tout se mélange donc dans un pays pourtant démocratique, l'un des seuls remparts en Afrique depuis 1960, mais qui tolère encore à rebours la polygamie. Courrier international met l'accent sur les tensions politiques que suscite ce texte qui doit être approuvé par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Le dilemme est difficile. D'un côté, la communauté internationale et le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme lui demandent de ne pas promulguer. De l'autre, une grande partie de l'opinion publique sénégalaise soutient la loi. Son parti, le PASTEF, avait fait de ce durcissement de la criminalisation de l'homosexualité un pilier de campagne. Diomaye Faye, qui se présentait comme un candidat réformateur en 2024, va devoir donc composer et l'issue révélera le vrai visage du Sénégal, avec lui le caractère réellement démocratique du pays. Autre loi qui fait polémique en Chine, cette fois-ci le 12 mars, l'Assemblée nationale populaire chinoise a adopté un texte pour, je cite, renforcer l'unité ethnique. De quoi est-il question ici, Théo ? Un outil de modernisation et de prospérité, ce sont les objectifs de Pékin pour cette nouvelle législation en Chine. Un texte qui mérite qu'on s'y attarde parce qu'il résume en quelques mots la stratégie affichée du Parti communiste chinois. Alors dans la forme d'abord, Courrier international remarque que le texte comporte un préambule, une chose rare dans le droit du pays, et le processus d'élaboration a été largement médiatisé, signe d'une importance particulière. Sur le fond, c'est là, je cite, conscience d'une nation chinoise commune qui est remise sur la table. Toute pratique d'une langue autre que le mandarin sera sévèrement sanctionnée, surtout dans l'enseignement. Les 55 minorités devront donc se plier aux exigences du bureau central et se soumettre à l'ethnie majoritaire des Han. Une assimilation par tous les moyens pour la journaliste du Figaro Joséphine Guilhem de Pontuo, qui voit ici une menace de plus pour les populations ouïghours, tibétaines et mongoles, particulièrement visées depuis des décennies. Cette nouvelle unité ethnique révèle en creux le racisme, le génocide culturel d'un régime chinois qui ne cesse de justifier ses actes par un nation building offensif. C'est une dérive profonde de la politique de Xi Jinping, et France 24 précise cette volonté de couper définitivement les liens des familles avec leur histoire. Cette sinisation est une véritable stratégie d'étouffement des minorités, jugées concurrentes, que le gouvernement assimile maintenant à des organisations terroristes, comme le rapporte TV5 Monde. Alors si certains nient encore le caractère dictatorial du pays, cette nouvelle loi leur prouve le contraire, et il serait peut-être enfin temps d'ouvrir les yeux sur ce qui se joue en Chine. Il s'appelle José Antonio Cast, il est le fils d'un soldat allemand de la Wehrmacht, le frère d'un ancien ministre de Pinochet. Il incarne une droite populiste, ultra-conservatrice et libérale, et c'est le nouveau visage politique du Chili, Théo. À la croisée de deux époques, entre le nazisme de 1940 et le coup d'état de Pinochet de 1973, José Antonio Cast est le nouveau président du Chili. Élu à 58% des voix, il a emménagé au palais présidentiel de la Moneda, à Santiago, le 11 mars. RFI montre à quel point il veut s'inscrire dans la tradition de Pinochet, justement en justifiant la prise de pouvoir de 73. Et le nouveau visage donne le ton de la future trajectoire politique, moins de dépenses de l'État et plus d'efficacité. Ce discours, on le connaît déjà bien puisque c'est le même que celui de Javier Milei en Argentine. Cast entend réduire de 3% les budgets de tous les ministères, voire de démanteler certains, jugés inefficaces, à la manière du Dodge. Le titre du Courrier international résume bien cette ambition. Oui, c'est un président d'extrême droite qui, je cite, tronçonne à tout va. Alors au-delà de ça, c'est le voisin américain qui inspire plus que tout. Cast a déjà lancé la construction d'un mur à la frontière avec le Pérou.
France 24 contrebalance ce discours d'une immigration irrégulière incontrôlée et dangereuse en rappelant que le Chili est l'un des pays les plus sûrs de l'Amérique latine avec un taux d'homicide en 2025 de 5,4 pour 100 000 habitants. Pour bien marquer sa fusion avec les idées MAGA, le président chilien a signé un accord avec la Maison-Blanche pour faciliter l'approvisionnement en minerais critiques et en terres rares entre les deux pays. Même si ce texte ne débouche pour l'instant sur rien de concret, il symbolise un rapprochement stratégique dans un Chili dévasté par des sécheresses et un stress hydrique important. Et d'ailleurs, en parlant d'eau, Reporter rapporte que Cast a suspendu l'entrée en vigueur de 43 décrets sur la protection de l'environnement. Le média précise que le président se justifie, je cite, « Les citoyens ont besoin de croissance et d'emploi ». À croire que ce n'est pas donc sa priorité, l'environnement. José Antonio Cast a tourné la page de l'ère socialiste au Chili, il écrit son histoire. Reste à savoir encore s'il marquera réellement l'histoire, comme il le prétend. Voilà ce qu'on pouvait lire dans les grands titres internationaux ces derniers jours, merci Théo. Et on reste dans un sujet qui monopolise toute l'attention du monde, la guerre au Moyen-Orient. Les frappes continuent et le prix du baril s'envole. L'occasion pour Eugénie Villemé de revenir sur nos réserves de pétrole, c'est le sujet du billet de l'écho. Depuis le début de la guerre en Iran, une question est au bord des lèvres de nombreux Français. Aurons-nous assez de pétrole ? Interrogation légitime. D'après le chef de l'Agence internationale de l'énergie, au moins 40 infrastructures énergétiques sont gravement ou très gravement endommagées et le détroit d'Ormuz est toujours bloqué. Détroit qui voit passer 1/5 des pétroliers transportant du gaz et du pétrole dans le monde. De plus, la France importe, selon la vie publique, 99% du pétrole brut qu'elle consomme. Mais alors les Français ont-ils raison de s'inquiéter ? Pour l'instant, ils peuvent se rassurer. Depuis 1925, la loi impose aux entreprises pétrolières nationales de constituer des stocks de réserve. Chaque société distribuant des carburants en France doit mettre à disposition en permanence un volume de 29,5% de ses ventes de l'année précédente. Ajoutez à cela que la France fait partie de l'Agence internationale de l'énergie qui oblige ses membres à disposer en permanence de réserves équivalentes à 90 jours d'importation nette d'hydrocarbures. Alors est-ce que tu peux nous parler de ces réserves plus en détail ? Ces réserves, on les nomme plus communément les réserves stratégiques. Leurs objectifs, c'est de permettre d'éviter une rupture d'approvisionnement et une trop grosse hausse des prix, notamment dans le transport, le chauffage et l'électricité. Les États qui ne produisent pas de pétrole ont donc une marge de manœuvre en cas de crise. La France dispose de plus de 80 sites de stockage répartis en France près de grands ports et raffineries, comme au Havre, par exemple. Est-ce que ces stocks ont déjà été utilisés par le passé ? Oui, les stocks ont déjà été utilisés à plusieurs reprises. À l'approche de la guerre du Golfe en 1991, en 2005 lors des ouragans Katarina et Rita aux États-Unis, en 2011 la guerre en Libye a perturbé l'approvisionnement en pétrole, ce qui a eu pour conséquence de libérer une nouvelle fois les réserves stratégiques. Plus récemment, la guerre en Ukraine a eu également pour conséquence de mettre sur le marché près de 182 millions de barils par les pays de l'AIE. Et Eugénie, est-ce que les pays envisagent actuellement de les libérer ? En effet, le G7, dont fait partie la France, envisage d'utiliser les réserves stratégiques face à la montée des prix que l'opération américano-israélienne a provoquée depuis fin février. Les ministres de l'énergie des différents pays composant le G7 ont affirmé être prêts à toutes les mesures nécessaires en coordination avec l'AIE. Aucun communiqué commun n'est pourtant encore ressorti de leur réunion. Les pays membres de l'Agence internationale de l'énergie vont quant à eux remettre progressivement sur le marché 400 millions de barils. C'est la plus grosse intervention mise en place depuis sa création. Est-ce que la France peut choisir unilatéralement ? La France dispose aujourd'hui de 108 jours de stock et peut très bien décider d'utiliser ou non ses réserves stratégiques sans forcément demander l'accord de l'AIE. Par exemple, en 2016, le pays a utilisé l'équivalent de 3 jours de réserve de pétrole pour faire face à une contestation sociale. En tout cas, Timéo, ce sujet risque d'être encore d'actualité aussi longtemps que les États-Unis décident de continuer leur offensive. Merci beaucoup Eugénie. Comment l'art a-t-il perdu ses fins ? C'est la question que se pose aujourd'hui Antoine Charrière dans Culture Flash. Ne pleurez pas parce que c'est fini, souriez parce que c'est arrivé. Cette phrase, si elle résonne autant en chacun de nous, c'est parce qu'au fond, on a du mal avec les fins. Quand quelque chose se termine, c'est à la fois un drame et en même temps, c'est ce qui fait la valeur de tout, l'impermanence des choses. Dans l'art, les films, séries, livres et même musique, cette tragédie du fini a trouvé l'oreille du capitalisme. Rares sont les œuvres qui n'ont pas de suite ou ne sont pas réadaptées.
En 2016, Allociné recensait 250 projets de suites et adaptations, reboot, remake. Alors, où sont passées nos fins ? Étons-nous condamnés à entendre inlassablement la suite de nos sagas ? Au cinéma en 2025, le box-office français dans son top 15 comporte principalement des suites, avec Avatar 3 ou Zootopie 2, des remakes reboot avec Lilo et Stitch, Dragon ou Superman, ainsi que des adaptations comme Minecraft. S'ils sont si nombreux, c'est donc que ces œuvres sont plébiscitées, et dans tous les médiums. Une étude de MTM révèle que 90% des joueurs de jeux vidéo ont joué à un remake ou un remaster entre septembre 2024 et 2025. Ces jeux ne parlent pas qu'aux nostalgiques, puisque 85% des joueurs n'avaient pas joué au jeu original. Alors ces derniers ont aussi un rôle de mémoire dans une industrie qui vieillit de plus en plus. Le milieu littéraire, entre quelques sagas et autres préquels, est moins touché par cette tendance, avec souvent des rééditions seulement. Cependant, une œuvre audiovisuelle sur 5, film, série qui sort, est adaptée d'un livre, ces derniers servant donc de source d'inspiration pour des productions qui finalement complètent encore l'œuvre originale. Pour la musique, les rééditions d'albums et les albums Deluxe 2.0 se multiplient ces dernières années, grâce à la simplicité, entre autres, d'ajout d'albums via le streaming. Là aussi, la fin cache souvent une suite, certains auditeurs attendant déjà les morceaux complémentaires sans même savoir s'il y en a, et les premiers morceaux à peine mis en ligne. Mais alors comment expliquer cette tendance ? Mais oui, alors pourquoi ? Déjà, inévitablement, il y a la nostalgie et le plaisir de retrouver une saga ou une licence que l'on a aimée, pensant ainsi retrouver le plaisir des premiers jours et de revenir un temps dans un passé heureux. C'est comme ça que Pokémon, par exemple, vend ses 2 premiers jeux rouges et verts sur Switch à 20€ cette année, et que beaucoup les achètent. Pareil pour les divers remakes de Nintendo, parfois vendus au même prix qu'un nouveau jeu. Cependant, en termes de suite, les œuvres modernes sont souvent décevantes puisque prend la relève d'une série légendaire, sans être au niveau et avec une nostalgie justement qui avait gommé les défauts des premières œuvres. Ce fut par exemple le cas du spin-off de Friends, centré sur Joey, qui a été un échec. Ainsi s'ajoute un autre facteur, celui de se rattraper ensuite. Si les 3 derniers Star Wars des années 2010 sont catastrophiques, les spectateurs iront voir les suivants, ne serait-ce que par curiosité ou combler un FOMO, la peur de rater la nouveauté. Car même si c'est mauvais, la suite le sera peut-être moins. Mais finalement, avons-nous besoin vraiment de fin ? Eh bien, les psychologues s'accordent à dire que oui, qu'une situation incomplète est inconfortable, qu'il faut une solution à toute chose pour l'humain. C'est en jouant sur cette frustration que se crée justement ce FOMO et que l'industrie se permet de multiplier les suites pour ne pas rater la fin. D'autant plus si l'on est attaché à l'univers. Par exemple, Squid Game était prévu comme une saison unique par son créateur Hwang Dong-hyuk, mais le succès est tel qu'une télé-réalité américaine est créée, 2 saisons de plus sont écrites et un remake américain prévu. Cet univers qui devait se conclure en 2021 est finalement toujours en cours. Faire des suites et remakes, c'est en plus risqué et souvent décevant, comme ce cas précédent ou encore la récente saison 5 de Stranger Things. Ce qui est dommage, c'est que ça peut gâcher des expériences. C'est ce que démontre la règle du pick and roll. Souvent, la fin d'une œuvre détermine la valeur qu'on en retient. À force de vouloir jamais finir, une suite peut gâcher une œuvre, même 10 ans après. C'est pourquoi Tour d'Horizon n'aura pas de suite. Un remake dans 10 ans peut-être, une adaptation en jeu vidéo sait-on jamais, mais pour l'heure, ce podcast se termine aujourd'hui avec cet épisode. Jeunes étudiants, apprentis journalistes, nous allons tous prendre des routes nouvelles remplies de belles aventures, mais loin les uns des autres et de ce studio d'enregistrement. Vous retrouver chaque mois a été un plaisir. Toute l'équipe vous remercie de votre écoute, votre fidélité, votre soutien. Il est temps pour nous maintenant d'aller faire un tour vers d'autres horizons. Merci Antoine pour ce récit avec une fin. Alors tu l'as dit, bientôt on parlera de ce podcast au passé, sans oublier tous les moments qu'on aura passés dans ce studio à vous conter les chamboulements, les enjeux de notre époque. L'actualité a souvent le défaut d'être plombante, mais son importance n'est plus à prouver, surtout dans un monde où tout vacille. De la culture au féminisme en passant par la politique, l'actu internationale, l'histoire, l'économie ou le climat, ce sont autant de domaines dans lesquels nous nous sommes attachés, chacun par notre regard, à vous livrer une lecture des faits pour vous donner les clés d'un monde qui a changé, qui change et qui changera encore. Cet épisode c'est donc le dernier d'une série qui aura duré 2 ans. 2 ans au cours desquels, outre le sérieux de l'équipe, on a quand même esquissé quelques sourires, et parce que c'est la bonne humeur qui fait la force de cette émission, je ne pouvais pas m'empêcher de vous la partager à vous, fidèles auditeurs. Voilà donc un petit tour d'horizon du meilleur de nos bafouillages. Et au-delà de ce biais, est-ce qu'il y a d'autres discours qui supposent que le froid est la preuve d'une absence de changement climatique ? Une France à plus 4 degrés, c'est d'abord, avant tout... On trouve aussi Prince of Persia, Far Cry, Just Dance, Watch Dogs et bien sûr Assassin's Creed, véritable porte-étendard de la firme. Et tout semble donc aller pour le mieux, mais alors que s'est-il passé, Antoine ? Comme l'usage massif de pesticides, de variétés transgéniques et
d'aspersion aérienne suscitent de fortes critiques. Alors en décembre 2023, l'inflation elle est galopante, la dette est vertigineuse, l'investissement international recule, la tronçonneuse est nécessaire pour ravir Milei qui affiche dès le départ un ton ambitieux, presque agressif. Il réduit le nombre de ministères, baisse les subventions, contracte des transferts de dépenses aux provinces, bref. Bonjour à toutes et à tous, vous avez cliqué sur cet épisode, peut-être vous l'a-t-on envoyé ou a-t-il démarré par l'impulsion de la lecture automatique ? Simplicité et fluidité, voilà les maîtres mots de Roch-Olivier Mestre, président de l'ARCOM, pour justifier les changements. Le live action est très mauvais, ce film fera perdre des millions, voire des milliards, des milliers, voire des millions, on va pas exagérer non plus, de dollars à ses producteurs. Le problème c'est... Airbus, acteur majeur de l'industrie spatiale européenne, traverse des turbulences importantes. C'est le cas de le dire. Eh bien, celui-ci, selon plusieurs sources concordantes, envisagerait également de se présenter aux élections présidentielles de 2027. Celui que certains appellent Baba serait donc président de la République. Une chose... Cinéma, la littérature en passant par les jeux vidéo et la musique, ces cérémonies sont souvent organisées par des gens connus, qui votent pour des gens connus, qui ont fait des trucs de gens connus. Ensuite, ils se réunissent entre gens connus dans une salle, puis plein de gens connus annoncent le vainqueur par une sélection de gens connus, puis des gens connus montent sur scène et remercient des gens connus devant un public de gens connus. On s'éveille à présent avec Élise Leroy-Bavray, qui est aujourd'hui la présentatrice de notre émission. Penny dans The Big Bang Theory, Bianca Castafiore dans Les Aventures Générative. Et puis sachez que pour 25 recherches en moyenne, je reprends. Et puis sachez que pour 25 recherches en moyenne, c'est un demi-litre d'eau douce qui est... Merci beaucoup Eugénie pour ta chronique, il est l'heure... Oh pardon. Qui montre que la politique suscite chez 37% de Français de la méfiance, voire même du dégoût pour 26% d'entre eux. Qui met en avant un concept sociologique féministe des plus intéressants. Et cette semaine... non, on recommence la team, excusez-moi. Tout de suite. Porté par de grands espoirs de titres au monde. Le patron le plus puissant, Louis B. Meyer du studio MGM, avec le lion là qui fait... décide d'écouter les manifestants et d'améliorer leurs conditions de travail, notamment... Pas du tout, il crée en 1927... Le revanquier, qui s'y prépare depuis plusieurs années, n'a pas dû apprécier de voir le très populaire Retailleau bouleverser ses plans. Pas de suspense ni de diffusion audiovisuelle, le grand public s'y intéresse... Pas de suspense ni de diffusion audiovisuelle... Bon, tu couperas ça, hein, c'est dans le making of. Pas de suspense ni de diffusion audiovisuelle, le... Ah bah tu couperas ça aussi. Pardon. Même si des ondes d'ombre persistent encore. Un problème quand on sait l'ampleur... Qu'est-ce que j'ai noté ? Attendez. Bon. Allez, on y va. Reprise. La mort de Nancy Sa... Instauré au début du XVIIe siècle par le shogunat Tokugawa. Mais Antoine, qu'est-ce que le shogunat ? Le shogunat. Le shogunat. 11 nominations en 2024. En 2004. Si parfois les œuvres... Bon, je recommence cette phrase. Je vais encore avoir un bêtisier à faire. Bon courage, Timéo, pour ce montage. Je reprends avant. En 2004. Si parfois les œuvres essayent d'au mieux rester fidèles, souvent les libertés... Ah bah, désolé encore Timéo, je reprends encore avant, je pense. Je reprends vraiment la phrase d'avant. On t'a explosé. Bon, attendez, je refais celle-là. Mais Antoine, qu'est-ce donc que cette tapisserie ? Pardon. La tapisserie de Bayeux est une broderie du XIe siècle racontant la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, duc de Normandie. Ils ne le sauront jamais à ça. Oh la vache. Attendez. Colossaux, ils ne le sauront jamais assez. Et aujourd'hui, on en est où ? Après... Pardon. Après une survie de ses figures principales grâce à une série animée... bah Eddie. Non mais là, c'est le bêtisier là. Après une survie générale de ses figures... Oh là...
Voilà pour ce bêtisier assez fourni. Il me reste à remercier les formidables personnes que vous venez d'entendre tour à tour et qui ont contribué par chacune de leurs singularités à créer ce rendez-vous. Merci également à l'ESJ Lille d'avoir mis à disposition ce studio et puis merci à vous, enfin, pour nous avoir écoutés avec intérêt durant toute cette aventure. On a pris beaucoup de plaisir derrière nos micros, j'espère qu'il en était autant pour vous derrière votre écran. On vous souhaite une très très belle continuation, merci et à très bientôt.